Coucouille et bienvenue sur Studio Parlons, le podcast de Studio Pardon. Ici, on va aborder plein de thèmes sur la communauté LGBTQIA+. Et avec toutes ces différentes histoires, j'espère donner un peu d'espoir en ces temps sombres. Courage. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est la GPA chez un couple gay. J'ai la chance de recevoir Pierrick, qui est papa de 2 enfants. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Eh bien bonjour, donc moi c'est Pierrick, j'ai 35 ans et je suis papa 2 fois de 2 enfants nés de 2 gestations pour autrui, différentes. C'est un processus par lequel une femme, qui est la mère porteuse, elle donne naissance à un enfant pour un couple sans intention de devenir la mère légale de l'enfant. On dit plus trop mère porteuse, on dit femme porteuse. Dans le mot mère, il y a l'intention, du coup d'assurer des fonctions parentales. Or ces femmes-là, elles ont pas l'intention d'assurer une fonction parentale. Leur objectif, c'est d'accompagner un projet à la parentalité. Donc un projet d'une personne seule ou d'un couple qui souhaite, lui, être parent et donc du coup, elles vont l'accompagner, en permettant en fait au à l'embryon de se développer. Je sais que tu t'es mariée en 2019 avec ton mari. J'étais présent. Comment est venue cette envie de devenir papa? Qui a abordé le sujet en premier? Moi, j'ai toujours voulu être papa, mon projet professionnel d'ailleurs, il est un peu orienté autour de la petite enfance, l'enfance. C'est quelque chose qui était important pour moi dans mes valeurs personnelles. Tu fais quoi comme métier? Moi, je suis assistant social en protection de l'enfance et j'interviens, en tant qu'animateur, directeur de colonies notamment. Mais il y avait quelque chose dans la transmission, où moi j'ai envie de transmettre des valeurs, transmettre des intentions et je trouvais, heu, que la paternité permettait d'avoir, la transmission, la plus optimale. Donc moi j'ai toujours eu cette envie d'être papa. Après j'attendais, d'avoir la situation pour. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours un petit peu parlé au sein du couple et on s'est mariés dans ce sens-là pour commencer en fait à faire famille, hein. Famille aux yeux de la loi, famille aux yeux de la procédure qu'on lançait, dans le cadre de la GPA. Avoir déjà une base solide pour la construction de notre famille. Le mariage, c'est pas du tout une obligation dans le cadre d'une gestation pour autrui, mais nous, on avait déjà envie de ou peut-être aussi le besoin, mais de faire famille pour entamer le process. Comment tu lances les démarches? Tu t'inscris dans une association? En fait, faut trouver au début une agence. On parle plutôt d'agence, une agence de femmes porteuses et après c'est à toi de voir, avec qui tu matches le plus ou en tout cas qui te fait un peu plus le plus confiance. Donc nous, on avait rencontré plusieurs agences, Aux États-Unis? aux États-Unis, Canada, on avait fait. Et ça veut dire que tu es obligé d'aller sur place? Non, c'était par visio, donc on avait des calls, ce qui est pas mal parce que du coup, nous, on faisait le soir, eux, c'était la journée. Donc du coup, en termes d'organisation, c'était assez facile. Donc au début, on a contacté des agences et on a échangé avec eux sur, comment les délais qu'ils avaient d'attente, c'est-à-dire entre quand je donne mon sperme, quand, va y avoir la création des embryons, quand est-ce que je peux rencontrer une femme porteuse, à partir de quand peut y avoir l'insémination, comment ça se passe les démarches ensuite pour, la reconnaissance de l'enfant, le retour en France et cetera. Et ensuite, j'ai envie de dire, en fonction de ce que nous, on a envie et de ce qu'eux, ils sont en possibilité de faire, on va matcher et du coup, entamer la démarche avec l'une de ces agences. Et vous, ça a pris combien de temps après le mariage? Alors moi, je peux vous raconter mon parcours à moi, mais c'est un parcours qui est, représentatif que de notre expérience personnelle, de mon mari et moi et c'est pas du tout une généralité. Il y a des personnes pour qui ça se fait plus facilement, d'autres qui peuvent peut-être rencontrer plus de difficultés que nous. On a commencé avec les États-Unis parce qu'en termes de loi, pour la naissance de l'enfant, c'est ce qui nous paraissait le plus simple pour être reconnus tous les 2 papas. Bah, nous, ça a été assez long parce qu'on a rencontré plusieurs difficultés, donc on a lancé, une gestation pour autrui aux États-Unis. C'est-à-dire on a fait le don de sperme en 2019. Donc on a été à Las Vegas dans une clinique, on a fait un don de sperme qui a été congelé. Ensuite, on a choisi une donneuse d'ovules. Fin 2019, début 2020, ils ont créé des embryons. Sur les embryons qu'ils avaient créés, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient fiables. Je crois qu'il y en avait 3. Donc ensuite, on a matché avec une femme porteuse, mais ça a pris longtemps parce qu'en fait, il y a plus de demandes de femmes porteuses que de femmes porteuses qui sont prêtes à se lancer dans le projet. Donc du coup, ça prend, assez longtemps avant qu'ils nous proposent une femme porteuse. Nous, il y en avait quelques-unes qui avaient été présentées, mais qui ensuite se sont pas inscrits dans le projet. Donc quand on a rencontré la femme porteuse, qui était en Californie, Maria, elle, par exemple, elle avait eu 4 enfants, elle était lesbienne, elle en avait porté 3, sa femme un, et elle avait envie d'aider un couple comme elle, elles ont été aidées, dans leur démarche.
Donc cette femme, elle a reçu, 3 de nos embryons. Le premier, en fait, il a pas tenu. Le deuxième, il a tenu, mais au bout du 4 ou 5e mois, le cœur du fœtus, il s'est arrêté. Donc on a dû faire un IMG, une intervention médicale de grossesse. Tu passes par des phases émotionnelles, Ouais, on est vachement pris dans des phases de up et down. Quand le fœtus, le cœur s'est arrêté, bah, du coup, là, on s'est beaucoup re-questionné sur le projet et en fait, le troisième embryon qu'on avait, il a pas tenu non plus. Donc du coup, on n'avait plus d'embryon aux États-Unis. Nous, on s'est posé la question, on avait toujours envie d'être parents, mais on n'avait plus confiance pour continuer, avec les États-Unis. parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est quoi? Tu payes un process, mais pas un résultat final? Ah bah non, tu payes pas un résultat final parce qu'on te garantit pas d'être parent. Quand tu fais une gestation pour autrui, on te garantit, bah, de De lancer le processus? lancer le processus. Mais un peu comme une FIV en France. Tu vas lancer une FIV, des il y a moi je connais des couples, ils ont fait 6 7 ans de FIV et ils ont toujours pas eu d'enfant. Bah, c'est un peu la même chose là-bas. Comment ça se passe justement avec les femmes porteuses? Tu disais qu'il y avait plus de demandes que de femmes porteuses, donc ça veut dire que c'est la femme porteuse qui choisit le couple pour qui elle veut faire l'enfant? Aux États-Unis, en tout cas, de notre expérience, la femme porteuse, elle passe des entretiens, des examens physiques, pour savoir si elle peut être femme porteuse psychiquement, physiquement et quand elle réussit, les différentes étapes de ce processus. Mais ça veut dire qu'il faut qu'elle ait déjà été maman auparavant? Ça, c'est un des critères, oui, ils demandent qu'elles aient déjà été maman. Pour physiquement, est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle a les conditions physiques? C'est-à-dire, bah, l'âge, le poids, la santé. Comment est-ce que psychiquement elle se projette? Est-ce que c'est elle qui nous choisit? Bah, oui, parce qu'une fois qu'elle a fini ce processus, l'agence va lui proposer une dizaine de couples et c'est elle qui choisit avec quel couple elle a envie, heu, d'accompagner. Et ensuite, le couple ou la personne, en tout cas, est informée et elle doit confirmer ou pas si le profil de cette femme porteuse leur convient. Et comment ça se passe? Toi, avec ton mari, vous restez à Paris ou vous partez aux États-Unis? Nous, on n'y a pas été, mais c'est une possibilité, il y a des couples, ou des personnes en tout cas qui y vont pour le transfert ou qui y vont pour des étapes clés pendant la grossesse. Par exemple, le 4 ou le 5e mois pour l'échographie, pour l'annonce du sexe, il y en a qui peuvent y aller, c'est une possibilité. Nous, on l'a pas fait parce qu'avec le projet aux États-Unis, on n'était trop pas suffisamment avancé dans le process et après, nous, on s'est orienté sur le Mexique, pour pouvoir, mettre en place, le projet et de notre expérience, mais c'est représentatif que de nous, ça a été plus facile, plus rapide en termes de modalités. Notre premier enfant, elle est née, assez facilement, c'est-à-dire que les embryons ont été créés, tout de suite inséminés et elle est née, rapidement après. Donc pour le coup, nous, ça a été plus vite, mais par contre, en termes légal, il y a un peu plus de démarches à faire ensuite en France pour qu'on puisse être tous les 2 reconnus, pères aux yeux de la loi auprès de l'enfant. Alors qu'aux États-Unis et je pense que c'est un peu ça qui fait le succès du pays, c'est un petit peu plus facile, légalement. Et justement, donc aux États-Unis, votre process n'a pas marché. Il a duré combien de temps? 4 5 ans? Ah ouais! Mais parce qu'en Heu, fait, tu crées les embryons, ça prend déjà du temps. Le temps qui t que tu rencontres une femme porteuse, ça prend du temps. On a testé 3 embryons, ça a dû prendre, je sais pas moi, sur 1 an et demi, 2 ans parce que le premier transfert, bah, tu attends, plusieurs cycles de règles avant de retenter. Le processus de FIV, il est long de toute façon et en plus, quand on a perdu l'embryon, ben, ça nous a bah, après, il faut le temps aussi de se laisser le temps de faire le deuil de cette projection de grossesse, mais elle aussi, la femme porteuse, le temps de se, bah, remettre émotionnellement, physiquement, de cette grossesse qui a été enclenchée, mais qui a pas abouti. Après ce process aux États-Unis, vous décidez de partir au Mexique. C'est une association française qui vous a conseillé le Mexique? Comment vous avez Non, trouvé? c'est que j'avais rencontré quelqu'un qui avait entamé les démarches en même temps que nous, aux États-Unis et qui lui avait déjà sa fille qui rentrait à l'école et donc du coup, je lui ai demandé par quelle agence il était passé et il m'a donné les coordonnées de l'agence et du coup, on les a contactés. On se sentait pas de repartir en termes de confiance avec les États-Unis, donc on a tenté avec le Mexique. On a choisi le Mexique parce qu'on avait une certitude de la fiabilité de cette agence. Ça ne veut pas dire qu'il y en a que dans d'autres pays, il y aurait pas de fiabilité aussi, hein, j'ai aucun jugement là-dessus. C'est juste que là, on était un peu plus, garant d'où on allait. Je connais d'autres personnes qui sont passées par les agences par lesquelles on est passé aux États-Unis et pour qui ça a abouti. Notre expérience, elle, montre juste en fait qu'il y a les projections qu'on fait par rapport à un projet, puis ensuite il y a les réalités de cette application.
Et je dirais que c'était ça qui était le plus dur, c'est en fait se projeter en fait sans arrêt dans ces projets et ces jeux d'aller-retour entre il y a un transfert dans tant de temps, la grossesse elle tient et puis finalement non. C'est un projet qui émotionnellement était assez éreintant. On me demanderait si j'aurais envie de le refaire, j'irais autrement parce qu'émotionnellement ça a été vachement compliqué. On a l'impression que c'est assez facile alors qu'en réalité pas du tout. Mais encore une fois, je compare ça avec des couples qui vivent la FIV, en France, ou en Europe, mais en tout cas la FIV est compliquée. Et là, ce qui rajoute de la complexité, c'est je dirais que c'est la distance, physique, de ces opérations, médicales et humaines. Comment tu crées le rapport avec, la femme porteuse? Ou tu crées un rapport ou pas du tout? Ça va dépendre du pays, ça va dépendre de ce que veut l'agence et cetera. Nous, la femme porteuse qui nous avait accompagnés aux États-Unis, on a encore un lien avec elle. De temps en temps, elle nous écrit, on s'échange des nouvelles, bon aujourd'hui il y a du temps qui est passé, depuis qu'on était beaucoup plus en lien. Donc les nouvelles sont plus épisodiques, on va dire. Mais en tout cas, pendant les grossesses, on était en lien, on avait son WhatsApp, on s'appelait, on communiquait, autant qu'elle ou nous en avait besoin. Avec le Mexique, c'est l'agence qui coordonne le lien avec la femme porteuse, le temps, de l'opération médicale. Une fois que le bébé est né et que les papiers sont signés, là après on a la possibilité d'échanger librement avec les femmes porteuses. Justement, les enfants, ils peuvent savoir qui est cette femme porteuse? Là, si je parle de notre exemple à nous, on a eu du coup parce qu'en fait, pour raconter la suite, donc on est parti par le Mexique, on a choisi une nouvelle donneuse d'ovules qui a fait ses ovocytes. Ces ovocytes ont été fécondés la moitié par mon mari et la moitié par moi. 15 embryons fiables. De ces 15 embryons, Ah donc 5 fois plus qu'aux États-Unis? alors la différence, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est qu'aux États-Unis, ils les avaient testés, voir si tout allait bien, si tous les chromosomes étaient bien mis et donc ils en ont enlevé beaucoup parce qu'au niveau des chromosomes, ils étaient pas sûrs des résultats. Là, Mexique, nous, on a fait le choix de pas les tester, les embryons qu'on avait. Donc il y en avait 15 qui, sans test, donc juste à lecture, du microscope, semblaient fiables pour les laborantins et donc on en a mis à chaque fois un de chaque, un fécondé par mon mari et un fécondé par moi. Donc il y a eu, ma fille aînée qui est née, tout de suite. Quand on est retourné au Mexique pour sa naissance et pour aller l'accueillir, l'agence nous a proposé d'enchaîner avec une deuxième grossesse parce qu'ils avaient une femme porteuse qui était disponible et un couple qui s'était désisté et donc nous on s'est dit: «Bah, pourquoi pas?» C'est vrai qu'on se serait pas revus de se relancer dans la démarche parce que alors ça nous a rapprochés, mais émotionnellement, ça a été vachement compliqué, très éreintant et on s'est dit: «Si on là, au moins, on le fait, c'est concret, c'est tout de suite, il y a la possibilité». Se remettre plus tard dans la démarche, on se sentait pas de le faire. Bon, aujourd'hui, on a pris de la distance parce aux difficultés qui sont passées, mais sur le coup, on s'était dit: «Bah, là, au moins, c'est fait» et surtout, on s'était dit: «On le lance maintenant». Avant, là, d'avoir notre fille aînée, on a quand même mis, 5-6 ans. On s'est dit: «Voilà, on le lance, puis on verra bien, quand est-ce que ça aboutit». Donc notre fille, elle est née. Au moment de la naissance, à peu près, à quelques jours d'écart, on a signé un contrat avec une nouvelle femme porteuse. Il y a eu une première insémination avec 2 embryons, encore une fois, un fécondé par moi, un fécondé par mon mari. Ils ont pas tenu et donc 2 mois plus tard, ils en ont remis 2, un fécondé par moi, un fécondé par mon mari et là, il y en a qu'un qui a tenu. Donc mon fils, il est né, 10 mois après sa grande sœur. Ah oui, ça allait super rapidement. Bah, du coup, c'est allé vite, ouais, pour le deuxième. Ah, c'est comme, quand une femme fait un retour de couche, Ouais, c'est un peu un retour de couche. Alors est-ce que c'est un retour de couche émotionnel qui fait qu'il y a quelque chose, on était, moins alerte et qu'émotionnellement on a lâché et donc du coup, la destinée était un peu plus facile, je sais pas. en plus, du coup, rapprochés comme ça, ils vont être super proches, les 2 enfants. Alors ça, c'est une autre question éducative parce que oui, enfin, c'était vachement fatigant au début parce qu'en fait, ils avaient pas le même rythme. Donc mon fils, il dormait pas la nuit, ma fille, elle dormait pas la journée, moi, j'avais pas de notes de garde et c'était un peu tendu. Mais oui, au niveau de leur relation, on le voit là, ils ont envie de jouer au même jeu. Après là, ils sont encore petits, donc ils jouent pas au jeu de la même façon. Ma fille, elle commence à faire des petits jeux, de personnages dans ses histoires et cetera, que mon fils, il a que 1 an, donc il goûte le jeu. Voilà, bon. Mais effectivement, plus tard, en tout cas, on va essayer de les éduquer dans ce sens pour que, leur proximité d'âge les rende plus proches et plus complices, mais on contrôle pas tout. Une fois que l'enfant est né, comment ça se passe quand tu es au Mexique? Tu restes combien de temps au Mexique? Tu peux rentrer dès que tu as les papiers pour pouvoir rentrer.
Nous, on est rentrés pour les 2 enfants avec un laissez-passer. Le laissez-passer, c'est, comme quoi que le il y a un accord entre la France et le Mexique pour que l'enfant qui vient d'être au Mexique, mais qui est français et Mmh. puisqu'ils ont été reconnus par l'un de nous, bah, ils sont français, ils puissent rentrer. Le papier, on l'a eu assez vite parce que dès que l'enfant est né, on prend rendez-vous avec le consulat, on va au consulat. Je crois qu'on l'a eu en 2 semaines. Après, sous les conseils de qui tu rentres en France? Si tu écoutes les pédiatres, ils disent qu'il faut plutôt attendre 1 mois, le temps que le tympan du bébé se passe bien, parce que la pression de l'avion, peut être dangereux pour les oreilles, donc ils te déconseillent de rentrer trop tôt. Si tu écoutes Air France, ils te disent: «Au bout d'une semaine, tu peux rentrer avec ton bébé». On est rentré 3 semaines et demie après la naissance des enfants. Pour répondre aussi à ta question, alors ma fille, notre fille, elle était pressée de nous rencontrer. Elle est née un petit peu plus tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que les GPA, c'est souvent des grossesses par césarienne. Déjà, c'est culturel, c'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de naissances qui se font par césarienne. C'est des naissances qui sont programmées. Pour notre fille, donc elle est née en avance parce que pour eux, c'était un gros bébé, donc ils l'ont sortie, le jour où on arrivait. Donc en fait, je crois elle est née à 15 heures et nous, on a atterri à 15h30. On a été, poser les affaires, puis vite à la maternité pour la rencontrer. Pour mon fils, lui, il était moins pressé. Je crois que ça faisait une semaine qu'on était sur place, on a visité tous les coins de la ville et après il est né et du coup, pour lui, si moi, j'étais présent en salle d'accouchement, donc j'ai vu, la césarienne, comment elle se passait, j'ai vu quand ils l'ont sortie et j'ai coupé le cordon. D'ailleurs, ce qui m'a surpris pour l'anecdote, c'est que moi, je pensais que la femme porteuse, elle était totalement endormie, donc elle était allongée, elle bougeait pas et là, d'un seul coup, elle lève la tête et elle me fait coucou. Ça m'a fait grave trop peur. Je trouve qu'émotionnellement, c'était hyper cool d'être présent pour l'accouchement. Après, ça dépend de chacun. Mon mari se l'était pas senti. Ça, voilà, ça reste une opération chirurgicale. Oui, moi, je sais que j'ai horreur du sang, donc enfin Mais il y avait pas de sang. ah ouais? L'intérieur du corps humain, ça m'a trop surpris, on dirait du plastique, tu l'impression que c'était fake. D'ailleurs, c'est marrant, mais je vois encore les images de quand ils mettent la main, qu'ils prennent le bébé, qu'ils le ça. Moi, je suis content d'y avoir été, mais après c'est libre à chacun, quoi. D'ailleurs, ce qui était drôle, c'est qu'on avait eu plusieurs échographies avant de la naissance et on était souvent en même temps qu'un couple hétéro. Il faut savoir que pour la GPA, c'est un couple sur 2 à peu près, c'est des hétéros, hein. Alors que nos représentations sociétales, c'est plutôt les couples homo, mais pas du tout et en fait, ce couple hétéro qui a fait beaucoup de rendez-vous avec nous, qu'on a vu, on a même pris, un petit verre et tout ça avec eux. Eux, ils ont eu des jumeaux et en fait, ils ont fait une GPA parce qu'elle a été 2 fois enceinte, c'est la maman. Elle a à chaque fois perdu le bébé et les 2 fois, elle a failli y passer. Dans la deuxième fois, assez grave. Donc ils ont décidé de faire recours à une GPA puisqu'elle ne pouvait pas porter. Donc le père, il me dit: «Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je la laisse y aller? Est-ce qu'on y va tous les 2?» Moi, je leur dis: «Ah mais c'était trop bien, allez-y, je trouve que c'est trop beau d'être là pour le 1er petit cri de son bébé, quoi» et en fait, elle s'est évanouie donc au milieu de la salle d'accouchement et lui, en fait, quand elle lui est tombée dans les bras, bah, il a essayé d'après de la faire sortir et il est sorti de la salle et il s'est évanoui. Donc en fait, ils avaient les l'équipe médicale, elle avait les 2 parents évanouis. Tout ça parce que je leur ai conseillé d'y aller. Tout ça pour dire que c'est possible, en tout cas d'y être. Après, le lien qui est fait entre la femme porteuse et l'enfant, bah, il est libre, à la relation qui se crée. Nous, par exemple, la femme porteuse de mon fils, elle nous écrit, au minimum une fois par mois, c'est-à-dire, la date du mois versaire, elle nous écrit, «Bon mois anniversaire», elle envoie des petites photos et tout ça, elle nous donne de ses nouvelles de ses enfants, de son mari, tout ça. Celle qui a porté ma fille, elle, on est en lien plus épisodique avec elle, mais on l'a revue. C'est-à-dire quand on est retourné au Mexique pour la naissance de notre fils, on l'a vue, elle est venue nous voir, on a passé une journée ensemble, elle est venue avec ses enfants, avec sa mère et c'est pas sa demande d'avoir un lien, mensuel, régulier, donc on s'envoie des messages, date d'anniversaire, pour la bonne année, pour Noël. Parce que il faut savoir que, aux États-Unis enfin, on entend beaucoup dans le processus de GPA que la GPA aux États-Unis ou au Canada, elle est éthique et que c'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Faut faire attention parce que nous, d'expérience au Mexique, le Mexique, c'est un pays qui est très religieux, ils sont très catholiques. Eux, ils ont pour conviction que si tu aides une famille à se construire, Dieu te remerciera et c'est, un énorme cadeau envers Dieu d'avoir aidé une famille à se construire. Alors que nous, ce serait tout l'inverse. Religieusement, nous, nos représentations, c'est que c'est très négatif, que, j'entends souvent: «C'est pas naturel». Eux, pour le coup, c'est tout l'inverse. Eux, ils pensent que tu as créé une famille à se construire et donc c'est un super cadeau, que tu as fait, Que le positif amène du positif. exactement et du coup, ça par exemple, la femme porteuse de mon fils, elle a offert à chacun d'eux une Vierge Marie en pendentif. À la maternité, il y avait une énorme madone dans la maternité. Enfin voilà, c'est un pays
qui est religieux, mais comme quoi que les interprétations de la religion sont différentes en fonction de la culture et c'est un peu ce que je dirais aux gens qui jugent, en fait, la GPA, c'est faut s'intéresser Heu, à juger, mais aussi avec d'autres yeux, en fait, finalement, à essayer de comprendre, mais eux, quelle perception ils en ont et comment, pourquoi ils le font, quel sens ils y mettent. Voilà, nos représentations, c'est pas les mêmes d'un pays à un autre et du coup, le lien qu'on garde avec la femme porteuse, je pense qu'elle est différente. Nous, ce qu'on aimerait pour nos enfants, s'ils en ont le besoin ou l'envie, qu'ils puissent aller les rencontrer et c'est pour ça qu'on garde le lien avec la femme porteuse. Par contre, on n'aura, nous, pas la possibilité de faire un lien avec la donneuse d'ovules. Parce que la donneuse d'ovules, elle a demandé alors on l'a vue, on a des photos d'elle, mais par contre elle a demandé à ce que ce soit un don anonyme, donc on n'est pas ses coordonnées. Donc si nos enfants ont envie de rencontrer la femme qui les a portés, on pourra y aller, mais encore une fois, pour souvent j'entends, on me dit: «Est-ce que tu veux leur parler espagnol? Est-ce qu'ils vont apprendre l'espagnol?» Ben, ça dépendra de leurs envies, moi j'ai des projections pour mes enfants, mais après il faut aussi s'adapter à la réalité de eux, leurs besoins, leurs envies et cetera. Mais oui, s'ils ont envie, on ira au Mexique, découvrir, leurs origines, mais pas leur culture. C'est pas leur culture à eux, c'est juste, une partie de leurs origines. Est-ce que tu peux me dire quel coût ça a de se lancer dans ce projet? Quand je dis le coût, ça veut dire déjà, il y a l'indemnisation pour la femme porteuse parce que du coup, j'imagine qu'elle, quand tu es enceinte, elle doit manger plus. Elle a des rendez-vous médicaux qui sont inhérents à sa grossesse et donc du coup que vous devez payer. Ce qui est évalué pour la GPA, c'est que c'est, on va dire, entre 50 000 60 000 € pour, certains pays, jusqu'à 150 000 200 000 € si on passe pour les États-Unis. C'est aux États-Unis que c'est le plus cher, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus d'intermédiaires. Il y a la clinique médicale, l'agence de femmes porteuses, il va y avoir l'avocate, il va y avoir divers professionnels, il va y avoir le suivi qui se passe ailleurs. Donc le coût est plus cher parce qu'il y a plus d'intermédiaires. Au Mexique, par exemple, c'est moins cher, mais parce que nous, par où on est passé, il y avait une agence qui coordonnait tout, donc qui s'occupait, du suivi légal, du suivi médical, du lien avec les femmes porteuses et cetera. Mais grosso modo, oui, il faut compter entre 50 000 60 000 € pour une GPA qui serait dans certains pays, comme le Mexique, la Colombie. J'ai vu que, bah, je crois que la Il y a l'Ukraine et la Grèce aussi en Europe. ouais, mais alors je suis pas sûr que l'Ukraine le fasse encore Ouais, beaucoup, au vu de la conjecture actuelle. Mais j'ai entendu aussi, il me semble qu'il y avait Malte, quelqu'un qui se lancerait dans le projet, il faudrait qu'il regarde un petit peu en termes de coûts, mais aussi en termes de droits. Pourquoi il y a cette disparité de prix? Parce qu'on entend parfois: «Oui, mais vous avez acheté votre enfant». Parfois j'entends ça sur les, plateaux télé. Non, on n'a pas du tout acheté un enfant. Par contre, on a payé un process médical. Nous, en France, avoir un enfant, c'est pas gratuit, mais c'est pris en charge et c'est ça la différence. C'est qu'on se dit: «C'est gratuit», mais non, c'est pas gratuit, c'est que c'est pris en charge. C'est payé par qui? C'est payé par la société. L'accouchement, la maternité, s'il y a des filles, c'est payé par, la sécurité sociale, le suivi médical, le suivi de grossesse, tout ça, c'est pris en charge. Sauf que des choses qui se payent à l'étranger et bah, du coup, les professionnels qui travaillent pour ce projet-là, ils sont payés. Après, ce que tu disais, effectivement, il y a l'indemnisation de la femme porteuse. Il y a certains pays, ils parlent de salaire, d'autres qui disent indemnisation parce qu'effectivement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc du coup, il y a une indemnisation qui se met en place pour cette femme porteuse, ce qui est normal. Quand on était partis aux États-Unis, elle travaillait la femme porteuse qu'on avait et quand il y avait un rendez-vous de médical, vu qu'elle s'absentait de son travail, on devait compenser son salaire aussi. C'était ce qui avait été prévu, dans le contrat de gestation pour autrui qu'on avait signé avec elle. Donc à chaque fois, tout est bien encadré pour que chacune des parties ne se retrouve pas lésée. Faire un contrat, c'est ce qui permet de se mettre d'accord sur ce qu'on veut, sur les intentions, que ce soit pour une gestation pour autrui, pour un mariage ou pour un travail, hein. Quelles ont été les réactions familiales, amicales et sociales, par exemple crèche? Alors là, encore une fois, c'est, anecdotique parce que c'est représentatif que de notre expérience à nous, c'est pas une généralité. Ce qui avait été difficile pour nous, c'était de savoir à partir de quand on peut en parler et à qui. Par exemple, une fois, ma petite cousine qui avait 13 ans, 14 ans, avec ma cousine de 19 ans, m'ont dit: «Ah mais Pierrick, toi tu veux pas d'enfant, maintenant que tu es marié, tu pourrais». Je me suis dit: «Bah, c'est la bonne occasion de leur parler qu'on s'est lancé dans une GPA». Et donc je dis: «Bah oui, on se lance dans une gestation pour autrui, avec mon mari». Et là, ma tante: «Parle pas de ça ici», elle s'est fermée, «Je veux pas que tu parles de ça d'ici». Ouh là, ça m'a fait un peu, ça m'a mis très mal à l'aise, en fait et ça a coupé court à la discussion parce qu'elle s'est vraiment fermée et on sentait qu'il y avait une non-possibilité de communiquer à ce sujet-là. Quelques semaines après, je vais chez ma grand-mère et qui me dit: «Et toi Pierrick, tu veux pas d'enfant?»
Et là, je me dis: «Ouh là, qu'est-ce que je fais?» Psychiquement, ça avait été dur la réaction de ma tante et je me sentais pas de réaffronter ça. Alors moi, je dis à ma grand-mère: «Oh bah, je verrai plus tard» et là, elle me dit: «Ah mais attends, parce que moi j'ai vu, Marc-Olivier Fogiel à la télé, d'ailleurs je t'ai même découpé le résumé, sur Télé 7 jours». Elle m'avait découpé un petit prospectus. «Parce que lui, il a des enfants, je sais plus comment ils appellent ça, mais tu devrais faire pareil». Et effectivement, Marc-Olivier Fogiel venait de sortir son livre, qui s'appelle «Ma famille et à l'heure» ou quelque chose comme ça, tu vois? Que j'ai lu. J'avais trouvé ça vachement intéressant parce qu'il est venu témoigner. Alors, je n'ai pas de jugement sur ce qu'il fait, professionnellement, mais en tout cas, il a utilisé sa notoriété pour parler de la gestation pour autrui, pour commencer à faire avancer, la réflexion, Le débat en France. le débat en France et cetera et pour le coup, ça avait vachement bien sensibilisé ma grand-mère. Ta mamie, elle était hyper open et elle t'a Ouais, découpé le petit la mévème dit, ça m'avait fait rire, elle m'avait dit: «Ah moi j'aurais dû faire ça parce que j'ai adoré être enceinte, mais alors les élever, c'était pas pour moi, hein». Et c'est là où je me suis dit: «En fait, c'est pas une question de génération, mais c'est plutôt une question, d'ouverture d'esprit». Soit parce qu'on connaît pas, soit parce que, éthiquement, on a d'autres valeurs, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est qu'on s'y intéresse pas. mais souvent l'ignorance, c'est ça qui amène vers, les réactions les plus virulentes. Et après au niveau des crèches, parce que nous là les 2 ils sont en crèche, on est le premier couple de papas qu'ils ont eu. On a eu 2 crèches différentes pour nos 2 enfants. Dans les 2 on est le 1er couple homoparental masculin qui reçoivent. On voit bien par exemple les formulaires, c'est marqué père, mère, pas tous. On a parfois maintenant certains c'est marqué parent 1, parent 2, puis, le vieux formulaire qui a pas été mis à jour, c'est père, mère. Bon, c'est pas très grave, on raye la mention et on renomme autrement. En tout cas, on voit bien qu'il y a la volonté, ici à Paris, parce qu'ils ont changé sur les nouveaux formulaires, c'est bien parent 1, parent 2. Donc il y a une intention qui est portée à l'égard des f de nos familles, des familles LGBT. Ce qui me marque le plus, c'est que je n'ai pas le même regard quand je suis dans la rue, si je suis seul avec mes enfants ou si on est tous les 4. Quand je suis tout seul, j'ai beaucoup de regards bienveillants où on se dit un peu: «Waouh, le papa, il a 2 bébés», parce que j'ai mon fils en porte-bébé, ma fille dans la poussette. Donc je sens qu'on me regarde, mais avec un petit sourire. Les gens viennent me parler, surtout les femmes, je dirais plutôt surtout les personnes qui ont eu des enfants. Par exemple, quand je fais les courses, il y a souvent les papas qui me disent: «Ah bon, vous êtes courageux avec les 2». L'autre jour dans le train, 3 personnes sont venues me dire: «Ah bah, vous en sortez bien». Alors tout ça, c'est très positif. Alors à la fois, c'est positif et à la fois, on me laisse pas la place dans le métro, hein. C'est-à-dire que je suis debout avec mon bébé en porte-bébé, les gens me regardent, bon, je pense qu'à une femme, on me laisse peut-être plus facilement la place. Mais bon, là, c'est un autre débat. Mais en tout cas, quand on est tous les 4, on a beaucoup plus de regards qui sont jugeants et qui ne sont pas bienveillants. C'est-à-dire qu'on se sent observé. Autant je me sens quand je suis tout seul, on me regarde, voilà, je sens l'interaction et un visage ouvert. Autant quand on est tous les 4, on sent plus de regards un peu fermés. Je pense que quand ils seront un peu plus grands, ce sera peut-être un peu différent. Mais là, d'ailleurs, quand je suis tout seul dans la rue, quand, plusieurs fois on m'a arrêté des femmes, à l'âge d'être petite mamie, qui me disaient: «Ah, je suis contente de voir des hommes s'impliquer auprès des enfants». Le fait qu'elles engagent la conversation autour on n'aurait pas fait une femme en disant: «Ah, je suis contente, vous vous promenez avec vos 2 enfants». Bon, bah, voilà, bah, c'est un peu ça, c'est le côté positif quand on vient me voir pour me dire ça. Mais d'un autre côté, je pense que c'était ce même regard-là, si on avait été 2 hommes, peut-être aurait été différent. Voilà. Après, dans notre cercle d'amis proches ou même de la famille, on est un peu les premiers à avoir fait une GPA. Donc on est même dans les premiers à avoir des enfants autour de nous parce que nous, on a choisi la GPA, mais il y a d'autres façons, d'accéder à la parentalité. Plus complexes quand on a voulu les faire, c'est-à-dire que ça a été plus simple de lancer une gestation pour autrui que l'adoption qui est très compliquée, mais même pour des couples, hétéros. Et nous, la coparentalité, on se ressentait pas, heu, en phase, avec ce type de parentalité-là. Mais ça peut convenir à d'autres personnes, ça dépend des intentions qu'on a derrière, de sa projection dans son rôle de parent. Nous, on le sentait pas parce qu'on trouvait qu'on était 2, on était déjà couple et on trouve que c'est compliqué de faire, éducation, à 3 ou 4 parents. Mais ça encore, ça dépend des relations de chacun et de sa projection et cetera. Est-ce que vous avez été inscrit dans une association LGBTQIA+, pour justement qu'ils vous viennent en aide, juridiquement ou autre? Nous, non, parce que, quand on a lancé le projet, on n'en connaissait pas. On a plutôt cherché des cliniques médicales qui, eux, après, nous ont donné des coordonnées des agences de femmes porteuses avec lesquelles ils bossaient aux États-Unis. Mais je dirais que le conseil que je donnerais, c'est voilà, de contacter plusieurs agences et après en termes d'asso, on en a rencontré une fois que les enfants sont nés.
Il y a des associations, par exemple, il y a mes 2 papas sur Paris qu'on a contactés parce qu'on s'est dit que pour nos enfants, c'était intéressant qu'on ait autour de nous d'autres familles qui ont la même configuration qu'eux. C'est-à-dire qu'ils aient autour d'eux, bah, d'autres enfants nés sous GPA, d'autres enfants qui ont 2 papas pour qu'ils puissent un petit peu, se retrouver dans d'autres, familles qu'on a autour de nous. Là encore, c'est nos projections à nous. On estime que nos enfants, ils vont avoir ce besoin-là. Ça se trouve, ils l'auront pas du tout. Enfin, je veux dire, nous, nos enfants, leur norme, c'est papa, c'est pas papa et maman. Pour autant, la norme de papa et maman, ils la voient parce qu'ils ont des cousins-cousines, parce que dans les livres, c'est beaucoup, papa et maman. Après, on a essayé de trouver, par exemple, une documentation, donc on a quelques livres où c'est mes 2 papas, où c'est qu'on prend des animaux et que enfin voilà, on fait un petit peu attention à ça. Mais c'est vrai qu'on s'était dit que par l'association, on pourrait rencontrer d'autres parents, heu, qui sont un peu, dans le même parcours de vie que nous et pour le coup, ce type d'asso, je pense qu'elle peut être vraiment intéressante pour quelqu'un qui se lance dans le projet. Parce qu'en fait, il va pouvoir recueillir je le vois aux événements qui sont organisés auxquels on a participé, ils vont pouvoir recueillir, des témoignages, des confidences, des paroles de pères qui sont passés par ces process ou qui passent par ces process et du coup, pouvoir se dire: «Bah, moi, je me sens mieux de partir avec tel asso, moi, je me sens mieux avec tel organisme, moi, mieux avec telle clinique, tel pays». Quelqu'un qui écouterait notre témoignage, il va se dire: «Ah bah, non, les États-Unis, c'est beaucoup plus cher, ça a pas fonctionné, avec Pierrick, et sa famille, alors que le Mexique, ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, 2 fois moins cher». Maintenant, il faut rencontrer l'agence, discuter avec eux les modalités d'application. Est-ce que nous, on s'y retrouve? Est-ce qu'on se sent la confiance? C'est ça qui peut-être un petit peu difficile, c'est que du coup, tu faut que tu évalues la confiance que tu peux avoir dans un projet qui te tient à cœur, mais par rapport à une rencontre par visio ou une rencontre spontanée qui dure, X temps. Il n'y a pas un parcours type, c'est chacun a sa propre histoire. C'est ce qui fait peut-être aussi finalement la beauté a posteriori parce que quand on le vit, c'est ce qui fait la difficulté. Mais bon, si la difficulté rend plus fort, elle rend aussi le parcours beaucoup plus beau. Nous, aujourd'hui, je me dis toutes les difficultés qu'on a eues et le non-aboutissement du projet aux États-Unis, finalement, il a peut-être du positif parce que on a aujourd'hui 2 enfants. Je m'imagine pas d'autres enfants que les 2 miens parce que c'est les meilleurs du monde. Non, mais surtout qu'ils sont trop beaux, je les aime trop. Avec le Mexique, on a eu cette possibilité, mais c'était plutôt un coup de chance, mais c'était peut-être aussi un coup de destin d'avoir 2 enfants rapprochés rapidement, sans que ce soit des jumeaux parce que du coup, je trouve que c'est cette idée, ils ont chacun leur date de naissance, ils ont chacun une petite histoire qui va être un peu différente, dissociée en tout cas. Heu, donc finalement, je me dis le destin, il voulait qu'on aille pour le Mexique et tant mieux. Mais parce que j'en parle avec du recul et en ayant dormi, puisque depuis quelques mois, notre fils fait ses nuits, ce qui est un peu plus facile. Et si, le vrai conseil que je donnerais, c'est qu'il faut essayer de pas trop se projeter. C'est d'ailleurs pour ça, nous, par exemple, on a mis beaucoup de temps avant de demander le sexe de l'enfant. Parce que dans une grossesse, on se projette beaucoup quand on a le sexe. Au début, on sait que enfin, voilà, il y a un projet en cours, que ce soit, n'importe qui, hein. Mais une fois qu'on sait le sexe, il y a une projection. On va se représenter son enfant, très souvent, c'est-à-dire même là où on commence les achats de vêtements, tout ça, parce qu'on va l'imaginer dans ces vêtements-là et nous, pour nos les 2 enfants, on n'a pas trop voulu savoir, en fait, le sexe, donc on ne demandait pas. Puis au bout d'un moment, c'est l'agence qu'on se dit: «Mais vous êtes sûr que vous voulez pas savoir le sexe? Quand est-ce que vous voulez savoir?» Ben, oui, allons-y, mais on avait peur de se projeter parce qu'en fait, une fois qu'on se projette quand on se projette trop et que ça marche pas, la déception, elle est plus difficile à vivre et c'est un peu ce qu'on a rencontré tout au début du parcours où en fait, bah, il y avait un transfert, il y avait une échographie et nous, on se projetait sans arrêt. Ah bah, du coup, si le transfert est là, le bébé va naître ici, bah, cela donc et en fait, à trop se projeter, bah, après on était déçus que ça aboutisse pas et du coup, quand on est basculé sur le Mexique, là, on s'est je dirais qu'on s'est protégé émotionnellement en fait, en se projetant le minimum. J'avais aussi une question par rapport à tout ce qui est aspect légal en France. Quand tu reviens, tu m'as dit qu'il y avait un C'est laissez-passer, ouais. mais donc ça veut dire qu'il y en a un des 2 qui est reconnu comme père et comment le deuxième devient aussi papa? Nous, les femmes porteuses, elles sont inscrites sur les actes de naissance de nos enfants, donc à chaque fois, il y a la femme porteuse et l'un de nous, celui qui a reconnu l'enfant, qui est inscrit dessus et du coup, le deuxième papa a fait une procédure d'adoption. Donc pour ma fille, c'est bon, on est passé, elle porte nos 2 noms,
et elle a été adoptée, par l'autre et pour mon fils, on est en cours et on est dans l'attente d'une date d'audience. Mais voilà, et donc nous, ça se passe comme ça, mais après je sais que suivant l'état où on est, suivant le pays où on est, il y a pas forcément la femme porteuse qui est inscrite dessus. Mais il faut faire attention en fait, c'est en ça où le lien avec l'agence est important et peut-être avec l'avocat en France, c'est de se dire qu'est-ce qui est possible dans la retransmission des documents? Parce que certains pays pourraient peut-être, eux, avoir des documents qui, à leurs yeux, seraient légaux, mais ne le seraient pas forcément nous en France. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faut faire attention sur le droit, nous en France, par rapport à l'application des documents. Mais avec le Mexique, c'est assez enfin, ça marche bien? Ah nous, on n'a eu aucune difficulté, par rapport à ça, mais parce que nous, l'agence nous avait bien orientés sur comment bien faire les documents. Parce qu'au Mexique, par exemple, ils proposent de ne pas écrire la femme porteuse sur l'acte de naissance, mais ce document ne serait pas reconnu ensuite en France. Donc là, ça complexifierait les démarches et nous, on n'a pas voulu complexifier. L'atout que ça a, c'est que certes, ça pourrait faire des démarches compliquées, mais ensuite, bah, sur l'acte de naissance, il y aurait marqué que les 2 papas et pas, la femme porteuse. Mais nous, on a préféré pas avoir des démarches administratives, compliquées et auxquelles on n'est pas garant des résultats. Justement, il y a Macron qui, l'année dernière, nous parlait de réarmement démographique et pourquoi est-ce que la GPA est interdite en France et pourquoi est-ce que, justement, on laisse pas ces nouvelles familles créer de nouveaux enfants? Si justement le président est en mode: «On n'a pas assez d'enfants pour les futures retraites». Alors, oui, il a parlé du réarmement démographique. Moi, j'aimerais bien être ministre, de la famille, hein, parce que du coup, je pense que des couples homosexuels, que ce soit femmes, garçons, qui choisissent la parentalité, il y a un vrai choix qui est fait et à mon sens, du coup, on amène une bonne parentalité parce que c'est pas un hasard, on n'a pas un enfant. Non, nous, il y avait des vraies intentions éducatives, et du coup, il y a, une organisation familiale, de couple, qui s'organise autour de l'enfant. Donc je pense que c'est une bonne parentalité parce qu'elle est réfléchie. Quand je vois des parents qui ont l'envie d'être parents, mais c'est pas pensé parce que quand ça arrive trop vite, il est pas pensé de la même façon. En tout cas, ça pourrait être une solution pour, réarmer une bonne démographie en France, mais je pense que, culturellement, on n'en est pas encore ici. La réaction de ma tante, par exemple, tout à l'heure, je pense qu'elle est encore, vachement assez présente. Il faut que ça évolue. On a trop de représentations sur la GPA. Il faut comparer aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, au Brésil, la GPA, elle est autorisée, mais pour quelqu'un de sa famille. Donc, par exemple, une, sœur, une cousine pourrait porter ton enfant parce que, toi, tu as pas les conditions pour le faire. Mais par contre, elle a pas le droit d'être, après ça a peut-être évolué, hein, mais elle a pas le droit d'être, monétisé, donc tu peux pas le faire pour quelqu'un que tu connais pas. Moi, je trouve que ça, du coup, c'est une bonne gestation pour autrui, en tout cas, éthiquement, qui susciterait moins de débats en France. Donc peut-être qu'on pourrait y aller progressivement, sur l'évolution et l'accompagnement, mais je pense qu'il dessert la France, c'est qu'on a trop de représentations. Quand je vois, par exemple, Jacques Mus, les vagues de messages qu'il a eu quand il a annoncé la naissance de ses jumeaux, mais même moi, ça m'a fait du mal, et puis la débilité des gens, ce qu'ils disent. Après, c'est un peu la problématique des réseaux sociaux, c'est que tout le monde et n'importe qui parle en disant tout et n'importe quoi, mais ça montre bien qu'il y a quand même cette pensée qui est là derrière. Pour moi, l'accès à la parentalité des couples homosexuels, c'est le combat de notre génération. Le combat de la génération avant, c'était le mariage, celui d'avant, c'était aussi l'égalité. Il y a 60 ans, ils allaient en camp de concentration. Chaque génération a un peu son combat et nous, je pense que le combat de notre génération, c'est accéder à la parentalité. Nous, par exemple, ma famille, on est dans les premières res familles homoparentales, du quotidien. C'est-à-dire que les maîtresses, les copains d'école, ils vont pas en avoir tant que ça des enfants venant de familles homoparentales, mais dans 10, dans 20, dans 30 ans, ça sera quelque chose qui sera, j'imagine et j'espère, de plus en plus répandu et il faudra voir, eux, à ce moment-là, comment est-ce qu'ils accèdent à la parentalité. Peut-être qu'on va évoluer en France, je le souhaite. Maintenant comment, je sais pas parce que les Français me paraissent un peu conservateurs. Et justement, vos 2 enfants, ils ont quel âge, là? Mon fils 1 an et ma fille, elle a 2 ans le mois prochain. Vous avez déjà réfléchi à comment vous allez leur, raconter leur histoire? Bah, non, on peut tout leur raconter. Je dirais que c'est l'avantage de notre processus, c'est qu'ils ont été créés dans l'amour, pensés dans l'amour, conçus dans l'amour. Là, ce que je voulais faire, c'était un livre photo, d'ailleurs je vais le faire sous peu, pour leur raconter une histoire, un peu comme un livre imagé pour les enfants avec les photos, ils on peut tout leur raconter. C'est, à mon sens, ce qui est parfois plus facile à vivre qu'une adoption, où l'adoption, c'est brutal, il y a une partie de son histoire qu'on ne connaît pas.
Nous, pour le coup, ils vont connaître toutes leurs histoires, et oui, nous, on va leur expliquer, bah, concrètement, comment est-ce qu'ils ont été voulus, pensés, conçus. On peut tout leur raconter et en fait, s'il y a de transparence, il y a pas de tabou, en fait. Alors, est-ce que tu veux me raconter, toi, ton rêve le plus fou? Ah! Moi, j'aimerais beaucoup, emmener mes enfants voyager, découvrir d'autres cultures, alors je sais pas si c'est fou, mais en tout cas, c'est un rêve qui sera atteignable, tu vois? C'est un peu l'objectif de pouvoir les emmener voyager, découvrir le monde, qu'ils comprennent l'intérêt de l'ouverture d'esprit, de la multiculturalité, de la richesse du monde et c'est un peu ça le rêve le plus fou, mais atteignable, quoi. L'objectif, c'est de pouvoir les emmener, dès qu'ils seront un tout petit peu plus grands, voyager, découvrir le monde, vivre des moments forts ensemble, voilà. Trop mimes, merci beaucoup d'avoir partagé, cette, super belle histoire de parentalité avec ton mari. Et bah, du coup, merci beaucoup Pierrick Eh d'être ben, venu merci pour l'écoute, de toi, de tes questions et de l'écoute de ceux qui nous ont écoutés. et on vous embrasse. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cette histoire. J'espère que ça t'a plu, alors n'hésite pas à partager ce podcast et à faire tes retours en commentaire. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.